effectivement en décomposant cet objet qui peut paraître parfois abstrait ou qu'on traite de manière globale, cette décomposition nous permettra d'avoir une meilleure visibilité et puis également de mieux recomposer cet objet étudié. Pour la partie formation professionnelle, je dirais que la production des compétences au niveau bas et intermédiaire au Maroc a toujours eu comme base la formation, comme principale base la formation professionnelle selon un modèle qui s'est bâti, qui s'est construit de manière progressive et parfois totalement indépendant des autres composantes du système éducatif. Alors pour le volet période coloniale, on a eu suffisamment d'informations dans l'intervention de M. Mosdaq. Il est clair que cette période a connu effectivement l'apparition d'un noyau moderne de la formation professionnelle, mais qui restait quand même ségrégationniste dans la mesure où il y avait donc des écoles de formation réservées aux enfants d'Européens et celles moins dotées d'équipements, moins dotées je dirais de formateurs, qui est réservée à la population dite indigène ou à la population locale. Donc, je brosserai très brièvement le portrait de la formation professionnelle en accent sur un certain nombre de moments clés, notamment en 1974 où a été créé l'Office de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi, du travail, de la promotion du travail. Donc c'est à cette période donc on a senti une volonté de la part des pouvoirs publics donc d'institutionnaliser cette formation, mais également de la lier à l'emploi et au travail. À cette même période a été créée une taxe de la formation professionnelle qui permettait de financer la formation professionnelle. La deuxième étape très cruciale également dans le dispositif, dans le processus d'évolution de la formation professionnelle, c'est la réforme qui a eu lieu en 1984. Cette réforme a permis d'asseoir les principales composantes de ce système, notamment la pluralité des intervenants. Nous avons une diversité au niveau des intervenants des départements ministériels qui forment. Nous avons l'OFPPT donc, qui a été créé en 1974. Nous avons également le secteur privé de la formation professionnelle qui intervient dans ce domaine. Ont été assises également les niveaux de formation donc en trois niveaux principalement. Le niveau spécialisation qui est le niveau le plus bas, passant par la qualification et puis arriver au niveau technicien. Donc les niveaux de formation ont été assis à ce moment-là. Des organes de concertation qui permettaient de relier un petit peu la formation à son environnement, notamment économique, avec la participation des professionnels, des entreprises, des organisations professionnelles. Et puis, également à cette période, ont été mis en place les outils de la planification des besoins en formation. Alors, moi, je distingue comme ça, de manière un peu tranchée, deux périodes principales. Une période allant des années 80 au milieu des années 90, début des années 90, c'était une période de massification de la formation professionnelle. Cette période était axée sur la mise en place des infrastructures, la construction des établissements dans tout le royaume, le développement de l'offre de formation en matière de diversification des filières de formation, également l'extension des niveaux de formation en y ajoutant un nouveau niveau, si j'ose dire, qui est celui du technicien spécialisé auquel on accède après le bac. Ensuite, il y a un travail de planification qui était assez intense à cette époque et qui espérait
atteindre cette adéquation entre les filières de formation ou la formation professionnelle et les besoins du marché de l'emploi. Le milieu des années 90 jusqu'à nos jours, la formation était beaucoup plus recentrée sur une logique de réponse à une demande ciblée. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'offre, parce qu'avant on planifiait sur la base d'une offre, c'est-à-dire qu'on voyait un petit peu les déscolariser, on essayait d'absorber un petit peu un certain nombre de déficiences du système éducatif. Après, on s'est rendu compte que cette politique ne réussissait pas, ne donnait pas de fruits, donc on a opté pour une réponse par la demande économique, c'est-à-dire qu'on a un petit peu ciblé les formations, on a accentué des modes de formation qui permettaient un meilleur ancrage dans l'environnement économique, notamment à travers la formation par apprentissage et la formation alternée. Il y a eu une implication plus importante des professionnels dans le processus de formation, c'est-à-dire qu'on a impliqué de plus en plus les entreprises, les organisations professionnelles dans le processus. Et même maintenant, on est même passé à un stade très avancé dans cette implication en leur donnant en gestion déléguée un certain nombre d'établissements. Je citerai le cas de l'aéronautique, le cas de l'automobile, le cas de l'agroalimentaire, le cas du transport. Un certain nombre d'établissements ont été donnés en gestion professionnelle pour justement asseoir cette adéquation formation-emploi. Également, on a encouragé le secteur privé de la formation professionnelle pour qu'il participe à l'effort de l'État en matière de développement des compétences. Et puis, il y a une planification visant à répondre ou accompagner les grands chantiers du royaume. On a parlé de la vision 2020 en matière d'artisanat, le plan Halieutis, le plan émergence, enfin tous ces grands plans, tous ces grands chantiers. La formation professionnelle a essayé un petit peu de les accompagner. Avec l'avènement de la charte, bien sûr, la formation, avec l'avènement de la charte de l'éducation-formation, celle-ci a, disons, confirmé et même institutionnalisé un certain nombre de choix stratégiques qui étaient déjà adoptés au niveau de la formation professionnelle, comme, je le disais, la formation par alternance ou la formation par apprentissage, la réingénierie du système selon l'approche par compétences, et puis le développement, bien sûr, du secteur privé. Ainsi, le dispositif a connu, notamment durant les 2 dernières décennies, un essor très important. Précisant à ce propos que la formation a pu répondre dans les années 2000 à la demande de l'État de former 400 000 jeunes à l'horizon 2007. Donc c'est quand même un défi qui a été relevé sur le plan quantitatif, mais c'est un défi qui a été relevé par la formation professionnelle. Alors maintenant, pour revenir un petit peu à la relation entre la formation professionnelle et le projet de société qu'a évoqué Simon Seif, et je dirais que la formation se trouve actuellement au confluent d'un certain nombre d'attentes, qu'on pourrait décliner comme suit. Alors, les attentes de la société, quelles sont les attentes de la société vis-à-vis de la formation professionnelle? C'est surtout une qualification, l'acquisition de compétences, et puis donc une meilleure insertion, une meilleure intégration dans le marché de l'emploi, et puis donc par conséquent une promotion sociale et professionnelle. Les attentes de l'économie. On a parlé des grands chantiers donc lancés par le Royaume. Les attentes, c'est surtout donc répondre de manière efficace et efficiente à tous les besoins de ces chantiers. Donc, assurer le développement économique du pays. L'État, dans une vision plus globale, ou de manière globale, l'État aspire à ce que la formation professionnelle puisse combler un petit peu, on en a parlé tout à l'heure, les déficiences du système éducatif.
les abandons, les déscolarisés, ceux qui quittent le système éducatif donc sans avoir terminé leur scolarité. Donc l'État aspire à ce que la formation professionnelle puisse un petit peu récupérer ces gens-là et leur donner les qualifications nécessaires pour s'intégrer et s'insérer dans la société, se réinsérer ou s'insérer dans la société. Au niveau de l'enseignement supérieur, l'État aspire à ce que la formation professionnelle allège un petit peu la charge et la pression sociale sur les formations de l'enseignement supérieur, justement à travers ce niveau de techniciens spécialisés qui permet aux détenteurs du baccalauréat donc d'accéder à la formation professionnelle, une formation plus ou moins supérieure donc après bac. Alors, quel bilan peut-on faire de la formation professionnelle face à ces défis et ces différentes attentes? Alors, force est de constater que malgré les efforts qui ont été cités, la formation professionnelle fait face à un certain nombre de dysfonctionnements persistants. À ce propos, je citerai la quasi-absence de passerelle, et ça, Simon Seif l'a déjà évoqué, donc la quasi-absence de passerelle entre ce système de formation et les autres composantes du système éducatif. Sur le plan de la gouvernance, cette gouvernance est fortement affaiblie par un manque flagrant de coordination entre les différents intervenants dans le système de formation et les grandes lacunes constatées au niveau de la planification en matière et d'anticipation des besoins socio-économiques. Le troisième point, c'est que le système, effectivement, a enregistré un certain nombre de bons points sur le plan quantitatif, c'est-à-dire qu'on a pu produire un certain nombre donc former un nombre important de stagiaires, mais qu'à côté de cela, et ça c'est quelque chose que disent les entreprises, les employeurs, à côté de cela, le niveau des compétences est très bas. Donc c'est un niveau qui n'est pas pour eux satisfaisant et qui ne répond pas à leurs besoins à ce niveau-là. Le quatrième point, c'est la réingénierie de la formation. Alors là, on parle un petit peu de programme. C'est une approche qui a été adoptée, l'approche par compétence qui a été adoptée par le département de la formation professionnelle, donc pour améliorer son rendement, améliorer ses capacités à s'adapter avec les besoins du marché de l'emploi. Mais l'on constate à ce niveau-là aussi un échec flagrant, c'est-à-dire que cette approche n'a pas pu s'implanter ni s'installer dans le système malgré les efforts depuis 2003, donc jusqu'à présent. À peine je crois une centaine de filières et quelques établissements qui appliquent cette approche. Dernier point, c'est le faible recours des entreprises de formation, des entreprises à la formation en cours d'emploi. Il faut noter à ce propos que la formation en cours d'emploi est un des volets clés de la formation professionnelle. Elle s'adresse en particulier aux entreprises, aux employés des entreprises. Donc, cette formation qui est nécessaire pour améliorer la productivité, la compétitivité de ces entreprises, est malheureusement, donc, connaît un blocage depuis plusieurs années, malheureusement. Donc, voilà très brièvement un certain nombre de dysfonctionnements qui sont un peu techniques, mais qui concernent le système marocain de formation professionnelle. Je voudrais, pour terminer, mettre en exergue un certain nombre de dilemmes quant au lien entre la formation professionnelle
et son fonctionnement avec le projet de société tel qu'il a été donc décliné par Semensev à travers un certain nombre d'aspects. Alors, on constate que le système, le développement du dispositif reprend un petit peu, en lien avec l'histoire, reprend un petit peu cet esprit ségrégationniste, mais pas avec la même philosophie. Mais disons qu'il reprend un petit peu ça avec une formation sélective qui s'adresse à des niveaux très hauts, c'est-à-dire bac et plus, qui s'adresse à des niveaux hauts, mais dans des filières très pointues, c'est-à-dire l'offshoring, l'aéronautique, l'automobile. D'un autre côté, le système, le dispositif délaisse plus ou moins toutes les formations de niveau bas, qui sont le niveau qualification, la spécialisation, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît comme plombier, menuisier, toutes ces petites formations qui font ou qui donnent à la vocation sociale de la formation professionnelle tout son sens. Donc, on sent un certain délaissement de ces formations. Le pilotage également dont on a parlé par la demande fait que également appuie ce délaissement des formations qui donnent cet aspect, cette vocation sociale à la formation professionnelle. L'implication des différents partenaires, je parle notamment des partenaires économiques, des partenaires sociaux, l'implication dans le dispositif de formation reste très, très fictive. En effet, ils sont représentés dans un certain nombre d'instances décisionnelles, mais leur poids reste absent, notamment dans ce qu'on a appelé les organes de concertation, que ce soit au niveau national, au niveau régional et même au niveau local. En fait, c'est un système qui est resté très centralisé avec une prise de décision du centre vers le local, vers la région, vers l'établissement. C'est un système qui est resté, disons, à l'image un petit peu du système éducatif en général au Maroc, resté très centralisé. L'autre point, c'est la participation de l'entreprise au processus de formation. Il pose un certain nombre de questionnements, notamment, est-ce que on peut parler d'une entreprise citoyenne? C'est-à-dire que dans les papiers, effectivement, les patrons, les organisations professionnelles s'engagent à participer, à s'impliquer dans le processus de formation. Mais dans la réalité, c'est tout à fait autre chose. Donc, moi, je pose la question, est-ce qu'on peut parler d'une entreprise citoyenne qui consent un certain nombre de sacrifices et qui est véritablement sensibilisée à son rôle social, autant que son rôle économique. Donc c'est un questionnement qui va à l'entreprise, mais c'est une question qui arrange en même temps le dispositif de formation qui, comme on le dit, est resté très centralisé et qui donc aspire à continuer, enfin dans sa vision actuelle, aspire à continuer dans cette direction. Enfin, la dernière question, elle concerne la dernière question concerne la qualification. La qualification, moi je suis un petit peu contre l'idée que la qualification ne peut s'acquérir qu'à l'école. Il y a d'autres lieux d'acquisition des qualifications, notamment on peut l'acquérir sur le tas, on peut l'acquérir un petit peu partout. Mais la question qui se pose pour la formation professionnelle, c'est l'absence quasi totale d'outils de reconnaissance de cette qualification. C'est-à-dire que
ailleurs, on a un petit peu la validation des acquis de l'expérience professionnelle. C'est quelque chose qui est très très développé en Europe, en Amérique, dans de nombreux pays. Au Maroc, nous n'avons pas cet outil ou ces outils de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ni de leur capitalisation. C'est vrai que ça pose un problème déjà au niveau statistique, parce que, bon, maintenant, il y a des chiffres qui disent qu'il y a 25 millions, 30 millions de Marocains, peut-être, qui sont sortis, enfin, durant les dernières années, qui sont sortis du système éducatif sans qualification. Mais moi, je dis que, bon, la qualification, elle peut s'acquérir ailleurs, à condition qu'on puisse donc la valoriser, la reconnaître et la valider. Donc voilà, c'est un petit peu quelques réflexions sur le système, le dispositif de formation professionnelle qu'on pourrait intégrer dans une logique plus globale qui est celle du système éducatif national marocain, et que je réitère donc mes remerciements pour avoir donné cette occasion. Peut-être que des choses pourraient être développées, pourraient être analysées, enfin rechercher des recoupements au moins entre les différentes composantes de ce système. Donc voilà, je vous remercie.